Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut John, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, super. Alors, pour la semaine écoulée, pour traiter notre hebdo, il y a trois sujets qui ont attiré notre attention. La conférence de presse entre Francis Ngannou et Ferreira, la défaite aux portes de l'UFC de Mathieu Leto Duclos cette nuit et Orolbai contre Rebecki qui a été annoncé pour l'UFC 308. Tout ça après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Entraîne-toi avec le bon matériel. Depuis plus de 25 ans, Metalbox est LA référence française des sports de combat. Découvre la gamme pour coach et combattants sur metal-box.com et profite de 25% de réduction cet été avec le code promo FightMinds. John, sur base de ta première réponse dans ce podcast, on va partir vers un débat ou vers l'autre. Je pense que le sujet était intéressant sur base de cette réponse. Donc, ma question c'est, est-ce que ce qu'a dit Ferreira lors de la conférence de presse contre Ngannou a été bien traduit ou pas? Non. Non, pas du tout. Du coup, je crois qu'en fait, je sais sur quel angle tu voulais approcher cette news parce que souvent on se dit, ah, bah tiens, t'as vu, il y a ça, est-ce que ça t'intéresse? Et en fait, moi, je voulais faire une petite bifurcation avant ça. C'était justement la qualité des traducteurs et de poser certaines questions. Ouais. Je crois que donc j'ai noté, donc pour être sûr, j'étais revérifié ce qu'il avait dit réellement et voir la différence parce que c'était quand même important. Donc en fait, je reprends un petit peu le contexte. Pour ceux qui ne le savent pas, Francis Ngannou va bientôt se battre et être de nouveau dans la cage en MMA. Ça fait un petit temps. Il a fait deux combats en boxe. Et il était parti invaincu de l'UFC et donc maintenant allait faire son premier combat au PFL. Pas invaincu, il est parti en tant que champion de l'UFC. Enfin oui, invaincu, pardon. Je voulais dire Undisputed, mais ouais. c'est Incontesté. Incontesté, voilà, incontesté, excuse-moi. Alors, heureusement que tu me reprends. Donc du coup, lorsqu'il est... et là maintenant, il va faire son premier combat au PFL. Et on sait que ça a été une aventure pour avoir tout ce qu'il voulait. Et donc, c'est un combat qui est très important pour lui, d'autant plus que Francis, beaucoup de gens le savent, a eu une tragédie qui lui est arrivée. Son fils, Kobe, est mort il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, on se pose pas mal de questions par rapport à sa capacité à revenir, malgré le fait que s'il y a bien une personne qui nous surprend toujours, c'est Francis. Donc, du coup, il y a une conférence de presse. Et petite parenthèse, on voit quand même une différence au niveau des conférences de presse encore entre cette CD et les autres. Mais pendant la conférence de presse, en fait, certains médias ont dit que Ferreira avait dit que c'était qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Ah oui, que son plus gros problème, ça allait être lui. Ouais, il a eu une année compliquée, mais son plus gros challenge sera Ferreira. Moi. C'est ça. Et en fait, bien sûr, sous-entendu dans ce qu'aurait rapporté le média que euh, sous-entendu, même la mort de ton fils ne sera pas aussi grave aussi problématique que ce que je vais te faire ou que moi. Mhm. Alors, j'étais un peu choqué parce que j'ai pas du tout vu cette dynamique-là et j'aurais été très étonné qu'on passe de tout de rien à cet extrême-là. Donc, j'ai été écouté, donc sans la traduction de l'interprète avec qui il est. Et en fait, c'est pas du tout ça. Enfin, pas du tout. C'est proche, mais c'est pas ça. En fait, il dit donc le surnom de Ferreira, c'est problème. Donc donc la traduction, si on le dit en français, c'est le problème. Mhm. Et, et en fait, la personne qui interviewe Francis lui dit écoute, voilà son surnom, c'est le problème. Est-ce que tu sens que ce serait un problème pour toi? Ce à quoi Francis répond, il dit c'est un problème pour tout le monde, mais ça ne sera pas pour moi. Donc je respecte le fait qu'il ait été un problème pour beaucoup de personnes, mais pour moi, je ne pense pas que ce sera un problème. Et on pose la question, donc on écoute la réponse de Ferrara qui lui répond que très respectueusement, en plus il commence très gentiment la phrase, il dit je sais qu'il a eu une année compliquée, et en fait il dit il va devoir aller de l'avant et résoudre des problèmes dont moi, qui va être difficile à résoudre. mais pas du tout, Wow. mais pas du tout que je vais être le plus problématique, etc. Donc, même sur la longueur de sa réponse, on voit que la longueur correspond pas avec ce que dit l'interprète. Et l'interprète dit, voilà, il a eu une année difficile,
Et le problème le plus difficile, ça va être moi. Mais, mais c'est pas ça qu'il a dit. Donc, du coup, même Francis, quand il entend ça, il continue son interview, enfin, bon, la conférence de presse comme si de rien n'était. Et je pense qu'il a senti qu'il n'y avait aucune malintention et que c'était peut-être perdu dans la traduction, mais sauf que une phrase comme ça a été repris et ça a été mal repris. Ouais. Donc du coup, je sais que tu voulais aborder ça sous l'angle du trash talk, mais comme on l'a déjà fait la dernière fois, là je voulais parler de traducteur. Ouais, en fait c'était ça. Pour moi, il y avait 3 débats possibles. Ici, on peut en prendre 2 sur les 3. Donc un des débats, c'était où est la limite du trash talk, mais ici, c'est pas le cas parce que l'intention de Renan et ce qu'il a dit, c'était pas du tout ce qui a été interprété dans les médias. Et donc, effectivement, il y a l'importance de la qualité des traducteurs. Ça, c'est un débat. Et l'autre débat, c'est aussi de notre côté en tant que fan ou en tant que média, ne pas sauter sur des conclusions quand on n'a pas toute l'histoire. Parce que là, on a vraiment sauté sur la conclusion, moi y compris, en disant ok, bon là, Renan, personne va te supporter dans ce combat vu ce que tu as dit, mais la réalité, c'est qu'il ne l'avait pas dit et qu'on s'est laissé oui, on a sauté à une conclusion en interprétant une situation sans avoir tous les éléments. Et ça, c'est un mauvais réflexe humain qu'on voit souvent. Mais je propose qu'on mette celui-là de côté. On aura peut-être d'autres opportunités de parler de ces gens qui sautent à des conclusions alors que c'est pas encore le bon moment parce qu'on n'a pas tous les éléments pour tirer une vraie conclusion. Mais par contre, effectivement, l'histoire des traducteurs, c'est pas du tout la première fois qu'on a des soucis dans le monde du sport de combat. C'est une catastrophe parce que quand on réfléchit, la seule chose qu'il essayait de faire, c'était de défendre son surnom. Et il disait juste, ça va être difficile à résoudre. C'est pas du tout quelque chose il l'attaquait pas. Il disait, j'ai beaucoup de respect pour lui. D'ailleurs, dès le début de la conférence de presse, il le dit, j'ai énormément de respect pour lui. Ouais. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment problématique parce que c'est pas du tout prétentieux, mais quand on comprend la langue et qu'on comprend ce qu'a dit la personne, et que c'est traduit d'une manière mais totalement erronée, je trouve que c'est vraiment très compliqué parce que ça affecte énormément la carrière de la personne. Là, il y a probablement plein de gens qui se disent qu'ils détestent ce combattant alors qu'il était très respectueux et qu'il n'y avait rien à voir, parce qu'il aurait dit quelque chose qui est inimaginable. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est vraiment triste parce que au-delà de ça, il y a même, juste d'un point de vue sportif, on a vu plein de fois des moments, je sais plus c'était le fait marquant où il y a quelqu'un qui dit quelque chose et que l'autre personne dit quelque chose totalement différent. Par exemple, les call-outs, je crois qu'il y avait eu ça avec un Français, c'était qui je sais plus qui c'était pas Nassour, je crois que c'était Nassour, non? Je crois que c'était Nassour qui fait un call-out et en fait c'est pas du tout traduit de cette manière-là et je me disais bon, c'est vraiment dommage parce que c'est un moment important. Ouais. Je crois que c'était un moment où je crois qu'il était au début du top 15 et que c'était important pour pouvoir monter parce que quand il fait un call-out, si la personne ne le reprend pas, mais ça change tout. C'est vraiment une pression. Donc du coup, je trouve que c'est encore dans ces détails-là qu'on voit que le MMA est un sport jeune. Oui, parce pour moi, c'est dans ces trucs-là. C'est le manque de professionnalisme sur des moments qui sont aussi importants et qu'on ne laisserait pas passer ni dans d'autres sports, ni dans d'autres institutions. Parce qu'en fait, c'est un métier compliqué, traducteur, mais il y en a qui sont très, très forts là-dedans. Et je ne pense pas que ce soit très compliqué de trouver des bons interprètes qui ont une connaissance du sport, parce que clairement, pour bien traduire, tu dois avoir une connaissance du milieu quand même, pour les détails techniques, etc. etc. Et comme tu l'as dit, le roi du trash talk, c'est Chael Sonnen. Il a une fois fait un podcast, je pense, sur l'importance des call-outs. Il expliquait pourquoi c'était très important. C'est notamment ça donne directement envie aux fans de voir le combat. Ça donne à la promotion, que ce soit l'UFC, le PFL, un élément marketing pour marketer un combat. Et ça donne aussi un droit de réponse à ton adversaire qui peut essayer de créer le buzz directement sur Twitter ou quoi à la suite d'un call-out. Donc ça, c'est important. Ça dirige ta carrière. Et tu as plus de poids. Tu es en train de dire, voilà, j'aimerais affronter telle personne parce que voici la direction que je voudrais que ma carrière prenne. Et au final, si on le mentionne pas, c'est subi alors. Si on te dit, ah non, attends, voilà. Au final, l'UFC va toujours choisir, dans 90% des cas, va choisir contre qui tu te bats. Ouais. Sauf grosse exception. Donc du coup, le fait que tu puisses dire, voilà, je vais essayer de faire en sorte de créer de l'engouement pour que le public soit chaud et alors essayer de faire en sorte de mettre la pression sur l'UFC pour qu'ils se disent que ça devient quelque chose d'intéressant, t'enlèves ça, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Je vais prendre un exemple. Bon, il n'est pas extraordinaire, mais je viens d'y penser. Je me dis, imagine Ned Diaz ne parle pas anglais.
Il fait son call-out de Jorge Masvidal pour la ceinture BMF en espagnol ou un truc comme ça. Et c'est mal traduit. On n'aurait jamais eu Max Holloway contre Justin Gaethje à l'UFC 300. Ça peut changer l'histoire aussi d'avoir une mauvaise traduction, tu vois. Parce que la raison pour laquelle on a créé la ceinture BMF, c'est parce qu'on a eu un super call-out de Nate Diaz qui voulait faire West Coast contre East Coast, blablabla. Et ça s'est transformé en projet. Et par la suite, on a eu, grâce à ça, pas mal de combats, notamment. Mais tu voulais dire Masvidal, c'est ça? Oui, Diaz contre Masvidal, le call-out Ouais. contre Masvidal. J'ai dit quoi? Non, je sais, c'était juste pour être sûr que tu avais dit Masvidal. Je t'ai c'est pas bien. dire, donc j'étais en train de réfléchir. Est-ce qu'il a dit Masvidal ou pas? C'est bien ça. Et donc, il y a une vraie importance à bien traduire. Et là, il n'y a pas que sur les call-outs. Effectivement, Renan Ferreira, on est beaucoup, moi y compris, à avoir sauté à la conclusion en disant okay, j'ai pas remis en question ce qu'avait fait le traducteur. Enfin, quelques secondes après, je l'ai remis en question. Mais si tu remets pas ce qu'a dit, si tu remets pas la qualité de la traduction en question, tu vas directement t'attaquer aux combattants. Et donc là, la mauvaise traduction a complètement sali l'image de Renan Ferreira. Et pour peu que certaines personnes n'aient pas vu le fait que en après-conférence, il a essayé de rééquilibrer les propos ou dire c'est pas du tout ça que j'ai dit, il y a des gens qui vont rester sur cette première impression qu'ils ont eue de Renan Ferreira parce que pour beaucoup de gens, je pense, la première chose dont ils ont entendu parler de ce gars, c'est cette traduction. Ouais, ça joue beaucoup. Ton image est importante en tant que combattant. En fait, c'est compliqué parce qu'en communication, il y a une loi qui s'appelle, je crois que c'est la loi de Bardolini. Il faudra vérifier, mais je suis presque sûr que c'est ça. La loi de Bardolini dit que ça coûte toujours plus de temps et d'énergie pour réfuter une information plutôt que de la lancer. Donc, si moi je dis Chris est un ta, toi pour démontrer que tu n'es pas un ta, bah, ça va toujours te coûter beaucoup plus d'informations. Et en plus, une punchline ou une phrase qui est forte comme ça va se propager beaucoup plus vite que l'argumentation de ça en fait c'était pas ça. Ouais. Donc dans tous les cas ça a une conséquence sur Renan. Dans tous les cas alors qu'il n'a rien fait. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est pour ça que je dis que l'importance des traducteurs, je comprends pas qu'à des niveaux pareils avec un combat si important qu'on mette pas quelqu'un qui soit aussi professionnel. Là je le vois de temps en temps par exemple avec une grosse différence, on le voit tu as Pereira. Pereira, il a toujours en fait, je sais pas, il a plusieurs casquettes pour lui. Comment il s'appelle? Ça doit être son traducteur, la personne qui a assez enveloppé. D'ailleurs, on avait parlé la dernière fois, mais j'ai oublié son nom. Mel. Ouais, je crois que c'est ça. Bah, du coup, qui traduit beaucoup moins bien que le nouveau traducteur, enfin nouveau maintenant, ça fait un petit temps, qui est de l'UFC. Et d'ailleurs, dans les commentaires, tu vois toujours, il traduit en espagnol et en portugais. Tout le temps, tu vois des messages qui disent waouh, quel travail incroyable, il met l'intonation, il est toujours correct. Il met l'émotion aussi, ouais. Il met l'émotion, ça nous fait tellement plaisir que enfin on traduit ce qu'on est en train de dire tel qu'on le dit. Ouais. Et ça veut dire quelque chose. Quand il y avait des vidéos où le traducteur avait plus de compliments que le combattant. Et c'est pas une blague. Donc voilà, je trouve que c'est tellement important. La réalité, c'est qu'en tant que fan aussi, tu t'attaches à certains combattants sur base de ce qu'ils disent au micro. Et donc, pour t'attacher à un combattant qui ne parle pas une des langues que tu es capable de comprendre, bah, c'est via le traducteur que tu vas t'attacher ou pas à un combattant. Donc, il y a une vraie importance là-dedans et je pense que c'est jamais un mauvais investissement pour une promotion d'investir dans des bons interprètes parce qu'au final, ils peuvent le récupérer à des fins marketing carrément derrière. C'est ça. Bah, avec un traducteur, c'est un peu plus compliqué par contre. Hein. Mais parce que tu vois, t'as un temps de latence entre le temps de la personne qui parle et puis à l'autre et puis à la réponse. Donc c'est un peu plus compliqué pour pouvoir l'utiliser quand c'est directement dans le micro. Mais je trouve que je comprends pas. Ça coûte pas tellement cher un traducteur. Vu tout ce qu'ils dépensent en termes de prod, je comprends pas qu'ils mettent des professionnels. Il y a des gens c'est le métier de ces personnes-là. Ils font attention à la virgule. Ouais. Et bon, on va pas me dire qu'il n'y a pas de fans de MMA qui connaissent le jargon, qui puissent dire ok, voilà, je peux vous aider, quoi. Surtout dans les langues classiques, tu vois. On va bientôt parler de Oral Bay, que tu trouves pas un interprète. Ok, d'accord. Okay. Mais espagnol. J'aurais pas pu faire ça pour lui. Hein. C'est sûr et certain, j'aurais pas pu faire ça pour lui. Pour les Portugais, pour ceux qui parlent portugais, pour ceux qui parlent espagnol, pour les francophones, enfin voilà, ce sont des langues qui sont même internationales. Ça doit pas être très compliqué de trouver une dizaine d'interprètes qui sont qualifiés, donc qui ont à la fois les compétences pour, et en plus de ça, une connaissance, c'est même pas une connaissance experte dont tu as besoin, tu dois juste être fan du sport et ça devrait suffire pour faire des bonnes interprétations. C'est ça. Et même le contexte, au final, c'est pas
c'est pas au milieu de la cage avec 10 000 personnes. Enfin, il était dans une conférence de presse qui était même pas si impressionnante que ça. Il y avait pas de stress, c'était vraiment une ambiance relax. Donc, il devait pas, je sais pas, ils étaient pas en train de se prendre le chou et que tu te dis, ok, bon, bah, dans l'excitation, j'ai voulu traduire vite et voilà. Donc, Ah ouais. ouais. Non, parce que c'est un rôle compliqué, mais ceux dont c'est le métier, ils sont habitués à Ah, c'est leur retenir métier, des c'est leur longues, métier, c'est des ça, c'est longues leur choses à métier. traduire. Donc C'est ouais. ça. Ok. Deuxième sujet? Deuxième sujet, bah là, du coup, je crois que c'est plus toi qui va en parler. Ouais, donc Mais on c'était la a. question que je voulais te poser d'ailleurs. C'est par rapport à Mathieu Leto Duclos. Donc pour C'est mettre du bien ça. contexte, ah, moi, non, il y a 2 Français qui combattent au Dana White Contender Series sur cette saison. Mathieu Leto Duclos était le premier à combattre. J'espère ne pas dire de bêtises en disant 2, c'est peut-être 3, mais je pense que c'est 2. Donc Mathieu Leto Duclos combattait cette nuit. Donc comme vous le savez, quand on combat au Dana White Contender Series, on est vraiment aux portes de l'UFC. Une victoire, c'est quasi garanti qu'on signe. Là d'ailleurs, cette nuit, sur les 5 combats, il y a 4 signatures. Je crois que la semaine passée, c'était pareil, 4 signatures sur 5. C'est la moyenne. 4 ou 5 sur 5, c'est la moyenne. Donc ici, on a un Mathieu Leto Duclos qui a perdu. Il prend un magnifique spinning back kick au foie dans la deuxième reprise, KO net. J'ai regardé sur Twitter, j'ai vu pas mal de gens émettre des critiques envers son coaching et son management en disant on comprend pas pourquoi ils l'ont mis au Dana White Contender Series, clairement il n'a pas le niveau, et je trouve que c'est un débat intéressant. Je sais pas si toi tu as un avis là-dessus de manière générale. Bah, pas par rapport à son niveau à lui, Mm-hmm. mais je peux comprendre qu'une occasion pareille, ça se discute. Ouais. Voilà. C'est que je vais pas parler de son niveau parce que je suis pas passé pour pouvoir dire si c'était trop tôt ou pas. Enfin voilà. En plus, trop tôt, c'est compliqué de le dire aussi, même par rapport à un combat. Si tu te dis avant le combat, les gens étaient probablement chauds et de se dire ah waouh, c'est possible qu'il passe à l'UFC, donc oui. Maintenant, en voyant les conséquences et les résultats, ils se disent ah non, c'était trop tôt. Donc on les entendait pas avant. Donc en voyant le résultat, ça c'est toujours facile après coup de dire voilà ce que je pense. Et puis il y a des combattants qui se font mais vraiment qui ont le niveau UFC top 5 et parfois même champion et qui en un moment en un combat ont l'air ridicule contre quelqu'un d'autre et ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le niveau UFC. Donc lui je sais pas le juger. Je sais pas du tout le juger. Mais par contre, je comprends qu'il y a des moments dans la vie où il faut prendre des risques. Il faut juste que les risques soient calculés. Et donc là, est-ce qu'il n'y a personne mieux que sa team qui connaît son niveau et qui savait s'il avait le niveau ou pas? Et je pense que c'est ce qu'ils ont pensé, qu'il avait le niveau pour prendre un risque et se dire, voilà, on peut être à l'UFC si jamais tu gagnes ce combat. Alors, moi, je vais donner mon opinion qui est d'expérience parce que quand on travaillait ensemble avec Brian, on avait établi un genre de règles par rapport à ça. Et je trouvais ça du coup intéressant de profiter de cet événement pour donner un peu de lumière sur ce que nous, on avait mis en place avec Brian. C'est pas ce qui est appliqué partout, mais ça correspond à la situation. Donc, nous, notre principe de base, c'était quand on nous propose un combat lambda, un combat dans une petite promotion, un combat qui a pas spécialement une grosse importance, ça permet juste de faire monter le combattant professionnel dans sa carrière. Notre règle de base, c'était on doit se sentir capable d'amener notre combattant à rentrer dans la cage avec au moins 55% de chances de victoire, en minimum léger favori, soit à l'annonce du combat, soit on se dit, ok, c'est un sale profil qu'on a en face de nous, mais avec une bonne préparation, on peut amener notre combattant à ce statut de léger favori, selon notre analyse. On avait une exception à cette règle lorsque l'opportunité était énormissime. Sur base de l'opportunité, on pouvait accepter des combats où on se sentait underdog. On savait qu'on n'avait pas énormément de chances de victoire, mais on se disait il y a toujours un moyen de. Et en cas de, ça nous ouvre des portes monumentales. Et surtout, en cas de défaite, ça ne nous fait pas trop reculer. Donc, il y a toujours, comme tu l'as dit, il y a cette mesure du risque qui doit être pris en considération. Et donc, on l'a fait. De temps en temps, ça s'est retourné contre nous. Et quand je dis retourner contre nous, c'est juste on a perdu, on n'a pas fait un gros pas arrière dans la carrière, on a pu reconstruire à partir de là. Et de temps en temps, ça a fonctionné et on a fait un gros step-up en carrière. Donc, on a été dans les deux cas de figure. Ici, le Dana White Contender Series, je pense pour quelqu'un comme Mathieu Leto Duclos, c'est une bonne opportunité. Tu fais le combat de ta vie là, tu signes à l'UFC et à partir de ce moment-là, tu mets le pied sur le frein, tu dis ok, tu n'as peut-être pas encore le niveau UFC, mais tu as signé, donc on va te laisser progresser.
tu as la casquette maintenant de combattant UFC, donc tu peux investir plus dans ta carrière, tu peux davantage t'entraîner. Donc, il y avait beaucoup à gagner là-dedans. Il n'était pas du tout favori dans ce combat. Il était gros underdog avant le combat, donc peu de gens le voyaient gagner. Mais il y avait tellement à gagner que ça valait le coup, selon moi. Parce qu'ici, il a perdu. Les gens s'attendaient à ce qu'il perde. Il était underdog. Il va se reposer de ce chaos. Il va revenir à l'entraînement. Il aurait eu une expérience internationale. Il va retourner combattre à l'Hexagone MMA. Et il ne va pas descendre dans sa carrière. Tu vois, c'est pas, il ne perd pas 2 années par rapport à ses objectifs. Donc pour moi, l'opportunité, elle était bonne. Ils ont pris un gros risque. Il était underdog. Il s'est préparé pour. Le fait de se préparer pour le Dana White Contender Series, je pense que ça te fait beaucoup plus progresser que si tu te prépares pour un combat lambda. Donc voilà, il y a du positif à tirer de ça. Donc voilà, moi, mon opinion là-dessus, c'est que je suis pas choqué du choix du management. Je suis pas choqué du tout qu'ils aient accepté cette opportunité. C'était une opportunité dans laquelle il était underdog. Il devait briller. Ça devait être son soir. Ça ne l'a pas été. Maintenant, il revient à l'entraînement. Il revient dans une promotion plus régionale. Il se reconstruit. Et puis, il aura peut-être une nouvelle chance plus tard dans sa carrière. C'était, voilà, je suis pas spécialement pour les critiques par rapport au choix. Maintenant, effectivement, encore une fois, sur base du résultat, imagine il prend un KO, qu'il le met de côté pendant 2 ans, j'en sais rien. Mais tu as ce risque dans tous les combats, même quand tu es favori, tu as un risque comme ça. Donc au final, la nuance que je ferais, c'est si tu es certain que Mathieu, en prenant 4-5 victoires au niveau régional, il va signer à l'UFC plus tard, alors c'est peut-être une erreur. Mais je pense que le profil de Mathieu, c'est vraiment le genre de gars qui doit sauter sur une opportunité pour arriver à l'UFC. Son chemin n'est pas du tout tracé vers l'UFC, selon moi. C'est pas un manque de respect envers lui. De ce que j'ai vu de ses combats, de là où il en est dans sa carrière, il lui fallait ce petit coup de boost pour signer à l'UFC, et le Dana White Contender Series était un de ses coups de boost. Tu sais à combien étaient les cotes avant son combat? Je sais pas. À peu près. Je crois que son adversaire était à moins 400. Je crois que c'est un 75-35, un truc comme ça. Alors, non, 75-25. 75-25, ouais. 75-25. Le gars, il a plus de chance, mais il cote aussi. Donc, du coup, je me dis, si je fais des maths pures, oublions, même parce que, donc je suis son manager, je me dis, OK, on fait des maths. Tu as 25% de chance de passer à l'UFC. On va dire que si jamais tu gagnes, parce que parfois tu peux gagner et ne pas signer, même si tu as gagné au Dana Contender. On va juste dire que tu as 25% de chance de signer à l'UFC. Ouais, disons que Mathieu a vraiment le style qui plaît au Dana White Contender Series. Donc, en cas de victoire, je pense qu'il signait parce que c'est un combattant très engagé. Oui, c'est pas quelqu'un de calculé, c'est quelqu'un qui engage beaucoup, etc. Donc, disons qu'il ait 25% de chance d'aller là. Mais parfois, je crois qu'il faut faire un peu de maths et de se dire, OK, dans ce cas-là, c'est 25%. D'aller tout de suite à l'UFC et de possiblement de déjà être dedans. Dans l'autre cas, tu disais 4 ou 5 combats dans je sais pas, au niveau régional. Et si on suit ta règle, admettons que ce soit à 55% de chance de gagner et même qu'on l'augmente et qu'on va dire tu prends des 60-40 parce que si tu prends que des peintres, alors ça sert à rien. Ça veut dire que tu dois faire en proba, c'est 60. 0.6 x 0.6 fois. 0.6 x 0.6 x 0.6, 5 fois. Ouais. Et tu serais étonné du résultat que tu as par rapport à tes 25%. Tu serais bien en dessous de 25%. Et en plus de ça, tu prends ce résultat et tu fais encore en fois, 0.5 de la signature UFC, qui est même pas sûr en cas de 4 victoires consécutives au niveau plus les années perdues. Voilà. Et plus les années perdues. Exactement. Parce que sur tes 5 combats, on va le dire que même si tu es très actif, tu le fais en 1 an et demi. Faut y aller pour avoir 5 victoires d'affilée sur 1 an et demi. La probabilité elle est moins que les 0.6, 0.6, 0.6. Et j'aime bien ce que tu dis comme exemple, parce que là, je vais prendre par exemple Virgil Hogan. Pour moi, si tu as une opportunité pour Virgil Hogan au Dana White Contender Series, pour moi, à la place d'Aldric, il faut refuser. Parce que selon moi, Virgil Hogan est à 1 à 2 victoires de la signature par la grande porte. Et comme l'a dit Aldric, tu as aussi un contexte au Dana White Contender Series. C'est difficile d'y combattre, il n'y a pas beaucoup de public, il y a une grosse pression, il y a Dana White qui est en bord de cage. Pour des combattants jeunes dans leur carrière, c'est à la fois une belle opportunité, mais ça peut être aussi plus compliqué. Tu risques une grosse contre-performance si tu n'es pas capable de gérer cette atmosphère. Et tu vois, par exemple, pour un Virgil Hogan, moi, je trouverais ça plus
logique de son côté de défendre encore une ou deux fois son titre à l'ARES. Et pour moi, la probabilité d'une signature de Virgil Hogan est plus élevée à l'ARES que s'il avait fait le Dana White Contender Series cette année. Et donc, tu vois, c'est très contextuel. C'est par rapport à la confiance que tu as à ton combattant de signer à l'UFC dans les prochains mois, prochains combats. Pour ceux, j'ai juste fait le calcul, pardon si je regardais pas, mais comme ça, je me disais, tiens, combien est-ce que ça fait? Ça fait 7%, enfin 7,7%. Ouais. Donc, du coup, voilà, les 25% sont quand même beaucoup plus attractifs. Et dans ce cas-là, je le comprends, mais si tu dis à chaque fois tu dois partir favori, Sean Strickland ne serait pas champion. Parce qu'il n'était pas du tout favori contre Adesanya et c'était, je crois que c'est un 80-20. Alors il y a des surprises à l'UFC. Avec le même management, Benoît Saint-Denis, il accepte un combat contre Élisée, donc dans la catégorie du dessus, à l'UFC. Il le savait aussi, c'est le même principe, c'est on prend un short notice, sauf que là, bon, ta chance de signature est à 100%, mais la chance de victoire de BSD contre Élisée, je ne sais pas combien c'était, mais ça m'étonnerait que ça dépassait les 25%. Tu as beaucoup de combattants comme ça qui signent à l'UFC, ils savent qu'ils partent perdants sur leur premier combat et qu'ils disent je vais me prouver dans mon deuxième combat. Pense à Rhys Maki, son premier combat à l'UFC, il l'a accepté à 5 jours contre Khamzat Chimaev, tu vois. Il savait qu'il allait le perdre, mais au moins, voilà, tu es à l'UFC. Et quand tu es un combattant, encore une fois, ça dépend. Si tu es un combattant où tu sais que, je sais pas, tu es là, tu te dis, ok, l'UFC a déjà son regard sur moi, je fais une victoire dans la promotion dans laquelle je suis et je signe à l'UFC. Mais non, tu vas pas accepter un short notice dans un bourbier, tu vas pas accepter un Dana White Contender Series contre quelqu'un qui sera favori contre toi. Ça dépend de beaucoup de choses. Pour moi, ici, le cas Mathieu Duclos, voilà, ma conclusion, c'est que c'était un bon choix de management. C'était un risque, il l'a perdu, ça n'a pas payé, ça arrive et on repart. Ouais. Je suis d'accord, surtout vu son style. Ouais. Surtout vu son style. Clairement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On va pouvoir passer à un sujet que j'aime bien. Donc ici, Rebecki a signé contre Orol Bay. Ce sera pour l'UFC Abu Dhabi, le 308. Donc la carte, je sais jamais comment est-ce qu'on prononce son nom. Solide. Rebecki. Parce qu'il y a un E avec une sorte de cédille, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit son nom. Mais... Rebecki c'est le premier. Je sais pas. Je ne sais pas non plus. Je sais pas. Mais donc voilà, s'il y a des Polonais qui sont là, qui peuvent nous dire comment on dit pour pas écorcher son nom. Les noms, on les écorche tous les noms, et pour ma défense, j'écorche même mon propre nom de famille. Donc voilà, si j'écorche le mien, je peux me permettre. Ah, c'est vrai. Je sais pas le prononcer à la flamande. Ton nom, c'est vrai. Mais non, même pas. Non, c'est juste que j'arrive pas à le prononcer avec l'accent néerlandais, donc je le prononce avec un moitié-moitié. Le début, je le prononce avec l'accent français et la fin avec l'accent néerlandais. Donc, je suis un 50-50, tu vois. Donc, ici, l'angle, on va pas parler du combat. Le combat est génialissime. Moi, l'angle que je voulais prendre ici, c'est dans les divisions où on a beaucoup de talent, beaucoup de combattants du gros niveau, et qu'on n'a pas spécialement besoin de 109 dans le top pour redynamiser la catégorie de poids, j'aime beaucoup parce qu'on peut avoir des gros prospects qui se rencontrent en dehors du top 15. C'est un truc qu'on ne peut pas faire chez les poids lourds, c'est un truc qu'on ne peut pas faire chez les light heavyweight. Je ne dis pas que c'est frustrant, mais tu vois, à l'époque, je pense que c'est un des meilleurs exemples, on disait tout le temps, ouais, on a trop hâte que Derrick Lewis contre Francis Ngannou se rencontrent, mais on savait que l'UFC n'allait jamais le faire avant qu'ils soient tous les deux dans le top 10, et ils allaient probablement le faire pour définir qui est le prochain title contender, tu vois. Bon, finalement, ça s'est avéré être un combat pourri, mais avant que le combat ait lieu, les gens étaient là, il faut qu'ils se rencontrent, et comme c'était chez les poids lourds, on pouvait pas faire ce combat avant que les deux donnent du 109 et redynamisent la division. La frustration pour ces gens, c'est de toi. J'attends ce combat autant de temps, et puis après, enfin, ça va être la guerre. On devrait faire un podcast une fois sur les combats couilles bleues. Tu vois, Blue Balls. Les combats où on avait une attente de dingue et puis au final c'était pourri. Bon, digression finie. J'aime bien moi les divisions comme bantamweight, featherweight, lightweight, où on peut avoir ce genre de combat. Là, Orol Bay contre Rebecki, c'est vraiment un combat de dingue qui a lieu en dehors du top 15. On avait eu Simon contre Peyton Talbot aussi chez les bantamweight. C'est des bangers. J'aime bien quand on a ça. Moi, c'est le genre de truc où j'aime bien parce que je sais que soit la sous-carte, soit un combat qui, en général, le deuxième combat d'un pay-per-view bas de gamme, c'est jamais excitant. Là, on a un combat de ouf entre deux noms que les gens connaissent pas trop bien, et ça rend la prélim
ultra attractives. Donc moi, j'aime beaucoup Mais je ça. crois que ça vaut la peine de les présenter un petit peu plus. Il est à quoi? Il est à 13-1-1. Donc j'étais regardé un peu. Donc 13-1-1. Rollby. Hein. Donc je parle de Rollby, qui est un peu, j'ai l'impression, un peu issu de ces pays qu'on voit tout le temps aux IMAF et qui détruisent tout le monde, mais qu'il n'y a pas à l'UFC. Donc il est à 13-1-1. Je crois qu'il est très équilibré. Je crois qu'il y a 5. Il faut que je regarde. Il est très complet, mais je crois que c'est 12 finishes, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais te le dire maintenant. Donc, il y a 5 KO et 2 soumissions. Ah non, et ok. parmi ces 6 finishes, il y a 6 finishes au premier round. Ah, c'est Donc, ça. ouais, C'est ça. C'est plus au premier round que ça se passe. Très Ouais. complet. Il a vraiment déjà des belles victoires et des bons noms accrochés à l'UFC. Et Rebecki, lui aussi, il est arrivé comme un boulet de canon à l'UFC. Il a 19. C'est quoi son palmarès? Il a 3-1 à l'UFC, mais je ne sais pas combien il avait avant. Au total? Ouais, je crois qu'il a 19-2, un truc comme ça. Et, Et rouleau compresseur, quoi. Le rouleau compresseur, gros finisher. Il avait quasi que des finishes avant d'arriver à l'UFC. Des débuts à l'UFC un peu décevants parce qu'on s'attendait justement à ce qu'il finalise Nick Fior. Et après, il a montré un excellent niveau. Et puis, il a eu un très gros test en Carlos Diego Ferreira, qui est probablement le gars le plus sous-estimé de la division. c'est son dernier combat. Hein. Un vrai vétéran. Et voilà, je pense que ça lui aura servi de leçon. Il est vraiment, mais CDF, il est exceptionnel, ce combattant. Moi, j'apprécie beaucoup. Il a jamais percé dans le top 10, mais c'est un piège pour tout le monde. Et donc ici, ce que j'aime bien justement dans ce combat, au-delà du fait que c'est KO troisième, c'est ça? ouais, fin de combat. Et ce que j'aime bien dans ce combat, c'est que tu as vraiment le prospect montant contre un prospect montant qui vient d'avoir un revers et qui va devoir pas se réinventer, mais qui doit rebondir d'une lourde défaite dans sa carrière, d'une défaite compliquée. Et donc, on va vraiment avoir un gars qui a super faim face à un gars qui est super en confiance. Et deux gars qui sont ultra compétents. C'est typiquement le genre de combat où tu te dis, tu sais, en foot, tu as cette expression, la finale avant la finale. Mhm. Et si je vais pas dire, c'est potentiellement un combat pour le titre qu'on aurait pu avoir dans 3-4 ans, mais c'est clairement un combat où tu as l'impression que tu as deux gars qui ont le potentiel un peu top Gamrot 10. Saroukian. Ça me rappelle un peu Gamrot Saroukian, voilà. Bon, je sais pas un si peu c'était plus tôt déjà quand dans le même. top 15 à ce moment-là. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Un peu plus tôt Je crois quand que même. c'était déjà dans le top 15. Mais c'est une division où tu peux te permettre de faire ce genre de truc et que ceux qui s'y connaissent sont trop contents d'avoir ce genre de combat. Ouais. Il est vraiment, je trouve que sa popularité est en train de monter à Rollby. Vraiment, bon, on n'en parle pas autant, mais j'ai entendu pas mal de gens parler de lui sur d'autres podcasts aussi et ils sont assez excités. D'ailleurs, même francophone, hein, je crois que c'est Marco en parle souvent d'ailleurs de Rollby. Je suis pas surpris. Franchement, c'est un style un peu nouveau. Justement, tu l'as dit, ça vient d'une région du monde qu'on ne connaît pas encore très bien à l'international, sauf si on suit les IMMAF. Et encore, IMMAF, c'est niveau amateur, comme le dit souvent Aldric. Tu ne combats pas en amateur de la même manière qu'en professionnel. Donc, c'est un de ces gars qui a réussi à passer le cap et à développer un style intéressant pour le niveau professionnel. Il a ce côté expéditif dans certaines de ses victoires. Il a cette capacité à gagner de manière très convaincante à la décision. Il est complet. Rebecki a un style intéressant, un peu plus unidimensionnel, on va dire, mais c'est une top opposition. Et ouais, j'espère qu'on va arriver dans un monde où on aura de plus en plus de combats de ce genre, vraiment prospect contre prospect, avant qu'il soit dans le top 15, où le fan se dit aussi, bah, celui qui perd, il va pouvoir se reconstruire derrière. Où tu stresses pas pour le perdant du combat, tu dis c'est juste que ça a propulsé le vainqueur plus haut dans le classement et celui qui perd, il va pouvoir se reconstruire derrière avec une bonne expérience. Saroukian, justement, Saroukian a perdu le combat. Ouais. Et maintenant, il est là pour le titre, enfin probablement. On sait pas, je sais pas si c'est confirmé, je crois que c'est confirmé là maintenant. C'est pas confirmé, mais lourde rumeur, c'est ça, c'est lourde rumeur. Ouais. Parce qu'en fait, on ne sait pas encore quand Issam revient. Il y a juste une phrase qui m'a fait tiquer, tu as dit que Aldric avait dit qu'on ne combattait pas de la même manière en amateur qu'en pro. Tu sais c'est quoi les différences et pourquoi est-ce qu'il disait ça? Bah, déjà, c'est les règles qui sont pas exactement les mêmes. Enfin, je sais que le fait que tu aies autant de combats suivis à l'IMA, ouais, il n'y a pas les coups d'accord. Mais ce que je veux dire par là, est-ce qu'il y a une manière de s'entraîner qui est fondamentalement différente? Parce que tu as dit qu'il avait fait les adaptations, donc c'est plutôt... En fait, c'est juste ce que Aldric disait, c'est que pour gagner à la décision en amateur, c'est pas la même approche que pour gagner à la décision en professionnel. En amateur et surtout aux IMMAF, effectivement, tu vas beaucoup plus intégrer la lutte. Et comme les rounds durent 3 minutes, si tu arrives à réussir ta première amenée au sol, tu gagnes quasi le round parce que ton adversaire a peu de temps pour se relever, être impactant derrière. Il y a les protections tibia aussi.
les gants sont plus grands, donc l'impact des frappes est moins fort. Donc, tu as une pondération, disons, qui est beaucoup plus avantageuse. Je vais pas dire beaucoup plus avantageuse, mais tu as un plus gros avantage grappleur-lutteur en amateur que tu ne l'as en pro. Surtout maintenant avec la progression des règles où on sent quand même que avec les changements de 2017, on voulait mettre mettre les strikers un tout petit peu plus à l'aise dans la capacité à gagner des décisions. Et donc voilà, il disait qu'il y a beaucoup de pays qui sont très forts aux MMF parce qu'ils favorisent le grappling, le contrôle à la cage, etc., etc. Et puis au moment de passer pro, tu dois un tout petit peu plus travailler ton pied-point parce que tu vas faire face à des gars qui sont capables de se relever, de te mettre 3-4 frappes qui touchent très bien et de convaincre les juges que c'est suffisant pour prendre le round. Mais c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage. Parmi les nations, je sais qu'il y a toutes les nations en stand là qui sont quand même, même si Daghestan n'est pas une nation, mais tous les Tadjikistan, tout ça, c'est vraiment, c'est surtout ceux-là qui sont en train de performer. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est juste une question de marketing ou pourquoi est-ce que tu penses qu'ils sont pas tellement présents à l'UFC? Bon, on voit les Shafkat, mais Shafkat. Je pense que tu as plusieurs éléments à ça. C'est là où tu t'entraînes, effectivement, les visas. Je ne sais pas s'il y a des soucis de visa dans certains de ces pays-là, mais on sait que voilà, des gars comme Khamzat, etc., ils ne peuvent pas combattre aux États-Unis ou ils ont du mal à combattre aux États-unis. Donc, mais c'est plus pour ses liens politiques. Hein. Ok. Parce que lui, il est suédois à la base. Hein. Enfin, suédois. Il n'est pas à la base, il n'est pas suédois, pardon. Ouais, mais je crois c'est à vérifier, mais en tout cas, je crois que c'est plus pour son lien avec Kadyrov qu'il y a des soucis que réellement pour son passeport. Parce que même maintenant qu'il a le passeport, je crois que des UAE, ça reste un problème pour le faire venir aux États-Unis. Je pense que la raison numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de grosse promotion. À ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de promotion avec une réputation internationale dans ces pays-là. Tu vois, vers ici, tu as le Cage Warriors, tu as le KSW, tu as le Brave, maintenant tu as l'Ares aussi. Tu as une multitude de promotions qui sont regardées par l'UFC et qui font qu'il y a une découverte de talent. J'ose pas imaginer à quel point les matchmakers de l'UFC sont busy, sont occupés dans leur vie, mais voilà, eux, ils vont regarder sur l'UFC Fight Pass, ils vont regarder les noms qui les intéressent, ils regardent les combats, et puis c'est là qu'ils décident de signer ou non. Des promotions de l'Est, tu as la ACA, mais l'UFC ne signe jamais personne de là-bas, pour des raisons dont on va pas... c'est que de la spéculation. Mais voilà, j'ai pas connaissance d'une promotion de haut niveau professionnel au Kazakhstan, au Tadjikistan, en Ouzbékistan. Mais est-ce qu'il y a une question de style aussi, hein? J'ai l'impression que c'est des nations qui sont très très portées lutte et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, ils se disent bon déjà essayer de construire un nom c'est facile quand tu as Islam parce qu'il y a derrière il y avait Khabib, il y a tous les soirs, etc. Donc c'est plus facile. Mais bon, regarde ce qu'ils ont fait avec le flyweight. Mokaev. Mais Mokaev, tu remarqueras quand même que tous ces gars-là, Islam Makhachev, qui ont signé, tu vois, ou même les Géorgiens, en fait, c'est un bon exemple parce que ça fait partie géographiquement plus ou moins de la même région. Topuria, Dvalishvili, Kutaladze, Islam Makhachev, tous ces gars-là viennent de ces régions-là, mais s'entraînent au moins partiellement dans une région dans laquelle l'UFC signe des combattants. Tu vois, Topuria, il s'entraîne en Espagne. C'est pas la première fois qu'il y a des Espagnols ou des combattants qui viennent d'Espagne qui ont été signés à l'UFC. Dvalishvili, il s'entraîne chez Longo. Makhachev, il s'entraîne beaucoup à la AKA. Tu vois, tous ces mecs-là qui viennent des pays de l'Est, fin fond de l'Europe de l'Est ou Asie de l'Ouest, ils se déportent pour les entraînements au moins ailleurs et c'est peut-être comme ça qu'ils seront un peu mieux repérés parce qu'ils ont aussi des managers parce que tu as aussi une question de manager, tu vois, si ton manager a déjà des combattants à l'UFC, c'est plus facile de signer via eux que d'avoir un manager qui a jamais signé quiconque à l'UFC qui va avoir du mal à avoir le contact. Ouais, mais c'est même pas juste rentrer à l'UFC. Pour moi, c'est regarde allez, on peut plus le nier maintenant, le traitement d'Ankalaev. Enfin, tout ce style-là, quoi, ce style de combattant-là, où tu dis, voilà, il a les résultats. Je sais même plus, il a plus perdu depuis, je sais même plus. Ouais, il y a un contre-argument qui est bon à ça, je l'ai vu en commentaire. En fait, même deux, parce qu'en fait, on a Ankalaev, il a eu son title shot contre Blachowicz.
Ça a été un combat qui a ultra déçu Dana White et maintenant il est reparti un peu en bas de liste. Alors je dis pas, hein, Mais il a pas perdu, hein. non, c'est une égalité, mais c'est un combat qui a cassé la tête à Dana White et on sait à quel point Dana White est têtu. Donc il a eu son title shot, donc il n'est pas 100% ignoré. Vous avez vu ma vidéo sur Non, mais Pereira pourquoi est-ce qu'il y a eu ce contre combat? Roundtree Rappelle-toi pourquoi est-ce qu'il y a eu ce combat. parce À que la la base, ceinture était c'est vacante. Dana White était fâché. Il a voulu dire ah non, ben voilà, c'est eux deux maintenant. Et il a tout changé. Ouais, Donc au final, c'était même déjà à son. Écoute, maintenant vous m'avez énervé, je le mets eux. Puis eux Ouais. délivrent pas, donc maintenant c'est pas eux du tout. Donc franchement, ouais, il a pas perdu. Je pense vraiment que c'est une question de style. Que tu te dises, voilà, Oui, c'est mais c'est ça, les gens c'est du c'est ça. Caucase qui ont un style qui est comme ça, où ils gagnent, mais c'est pas spectaculaire. Donc, et Bah, c'est pas du racisme parce que quand tu vois, allez, comment il s'appelle le pirate là, ben voilà, il fait pas de grappling et lui, il y a pas de problème pour faire sa promotion. Allez, Ouais, Charo Poutine. voilà, Poutine, pardon. Ça devient compliqué avec tous les noms. Non, je pense que c'est vraiment une question de style, clairement. C'est pas une question de nationalité. Maintenant, en Kalaev, je trouve qu'il a quand même quelques KO assez fulgurants quand même à l'UFC. Ouais, mais Mais tu bon, sens, regarde, il tu met sens un de traitement Roundtree, tu quand sens même. un traitement qui est lié au Roundtree. marketing. Tu sens un Ouais, traitement c'est qui est. Roundtree. Moi, j'adore voir Roundtree se battre, tu vois. Je trouve que ces combats, ils sont toujours, ils sont cool, tu vois. Je crois Ouais, qu'on en avait déjà parlé, la vidéo, où il y a quelqu'un qui aimait Roundtree, il se bat comme si tu lui devais de l'argent. C'est trop vrai, tu vois. ouais. Mais Ça me fait rire. en fait, Mais- c'est d'un point de vue purement marketing. Est-ce que je suis capable de marketer ce combattant-là? Et on en avait parlé dans une autre vidéo, je pense il y a 2 semaines. Si tu as un style un peu ennuyeux, c'est ton rôle de devenir entertaining en dehors de la cage. Comme Valishvili avec son humour. On avait parlé aussi de Ouais. Belal qui avait fait quelques sorties humoristiques. Et ça, je pense que ça permet de gagner des trucs. On parlait aussi de Khabib. Au final, il a un style heavy wrestling, mais qui était agréable à regarder. Les gens sont devenus fans de lui. Et par conséquent, tous ceux de la team Khabib qui représentent un peu ce style-là aussi, un peu chouette à regarder, malgré que ce soit fort orienté lutte. Quand je dis chouette à regarder, moi je kiffe ça, hein, mais c'est pour le fan américain classique. Oui, Islam, il a été propulsé vers le title shot. Umar Nurmagomedov, il y a des chances qu'il soit propulsé vers le title shot. Donc il faut c'est plus une question de marketing. C'est même pas une question de style. C'est certainement pas une question de nationalité selon moi. C'est vraiment une question de marketing. Après, la nationalité fait partie du marketing à l'UFC. On sent quand même que si tu es américain ou si tu es apprécié du public américain, tu vas beaucoup plus vite être sur des pay-per-view qui se vendent aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. C'est un petit. Je pense que ça pèse dans la balance, mais plus tard dans les critères. Non, c'est vrai. C'est vrai. Thomas Spinal, par exemple, tu vois. Thomas Spinal était américain, je suis sûr qu'il grille la priorité à Stipe Miocic. Je sais pas parce qu'ils aiment pas trop ce style. Moi, j'adore. Hein. Moi, franchement, le respect clair. Et d'ailleurs, très belle transition. D'ailleurs, le fait que tu vois que maintenant il est devenu plus vocal quand il s'est dit OK, c'est mort avec John Jones. Bah, je trouve ça intéressant, tu vois, parce Ouais. que je crois qu'il voulait justement montrer du respect parce que c'est lui. Et puis il a dit bon, bah on me respecte pas, donc maintenant je vais mettre les choses au clair. Et parce que bon, Dana White. Bon, voilà, il met quand même beaucoup de crème sur John Jones, hein, on va pas se mentir. Ouais. C'est quand même hallucinant, ça. On hésitait à faire ce sujet, donc c'est pour ça que j'ai dit bonne transition. Mais Dana White, le manière enfin, où il met John Jones, ça devient caricatural, quoi. C'est exceptionnel. Mais je pense qu'il en joue. Il a un génie marketing, Dana White. Il sait. En début de conférence cette nuit, tu le vois sourire par rapport à ça, et puis il rentre quand même dans le débat parce qu'il sait que ça va faire des partages, il sait que ça va faire des vues, et ça paraît bête, mais ça pré-promeut le combat. Il n'est pas encore annoncé, il n'est pas encore officiel, mais ce genre Comme de Joe petit Biden. truc. Non, mais tu vois, Elle était très très forte. Hein. Franchement, Aspinall, je sais pas, bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est Aspinall qui a dit que John Jones il allait se battre contre Joe Biden parce que voilà, c'est nul et vieux et donc pareil ouais. pour supposément pour Stipe. Et le problème, c'est que Stipe a voulu montrer à quel point il était en forme, mais en fait, ça fait l'effet inverse. Il montre vraiment que ça allait pas du tout. Mais Donc, ça permet. ça va pour son âge. Pour son âge, ça allait, Ouais. mais pas à ce niveau-là, quoi. Mais tu vois, ça permet d'alimenter ce sujet. Et c'est facile pour Dana White. Il sait que maintenant, à chaque fois, on va lui poser la question. Limite, il joue avec ça. On lui pose une question, elle n'a rien à voir, et puis il revient sur le sujet. Ça fait un genre de mime, et ça se partage à mort. Et donc,
Ouais, Au niveau com, c'est sûr, c'est au sûr. niveau com, c'est génial. Et le fait que Aspinall continue à faire des trucs, ben, pour Dana White, c'est tout bonus. Juste, tu t'imagines, genre, petite parenthèse, tu t'imagines si John Jones se blesse au mois d'octobre. Voilà. Je lui souhaite pas, vraiment, je lui souhaite pas. Je me demande juste qu'est-ce qui se passe dans la tête de Dana White à ce moment-là. Dana White va faire une conférence de presse pour dire que John Jones est numéro 1 pound for pound. C'est ça, c'est Il ça. va en profiter pour le rappeler, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est ça, waouh. Mais du coup, McGregor et John Jones, ça ferait vraiment très très mal, surtout pour cette période-là, quoi. Bah là, ils ont besoin de construire des nouvelles stars parce qu'effectivement, les Mais grosses. surtout avant le contrat, quoi. On avait fait l'épisode avec le renouvellement du contrat, ils sont obligés de faire du chiffre, donc Ouais. j'espère que ça va le faire, quoi. Yes. Bon, on a fait le tour de tous Voilà. les sujets qu'on voulait On aborder. a fait le tour. On a John, fait le merci tour, beaucoup, on a fait les amis. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.